Sous l'éclat doré d'un automne parisien trompeur, la ville drapait ses boulevards haussmanniens d'une beauté intemporelle, masquant à peine l'ombre pesante de l'occupation. Le soleil oblique faisait miroiter les toits d'ardoise, les cheminées crachaient de minces volutes de fumée, et les marronniers des Tuileries semblaient retenir leur souffle dans une palette de roux et d'ocre. Le silence des rues, d'ordinaire vibrantes de klaxons et de conversations, portait le poids des peurs muettes, seulement rompu par le pas cadencé des patrouilles allemandes et le sifflement mélancolique du vent. Partout, les affiches de propagande allemande aux typographies agressives juraient avec l'élégance désuète des façades, tentant d'imprimer une nouvelle esthétique de l'ordre sur la mémoire des pierres. Mais loin des regards de l'occupant et des collaborateurs zélés de la milice, dans le secret des mansardes et des arrière-boutiques, de jeunes mains s'affairaient sur des cartes froissées, traçant une voie improbable vers la liberté. Chaque ligne dessinée était une promesse murmurée, un défi audacieux à l'omniprésence étouffante des uniformes. Assis à une petite table bancale du café Le Procope, près de la place Saint-Michel, Antoine Dubois observait le spectacle de cette ville mourante qui refusait de mourir. Son café, noir et amer comme le goût des nouvelles du matin, refroidissait à ses côtés. Vêtu d'un costume de tweed légèrement usé mais impeccablement ajusté, d'une chemise blanche sans col et d'une cravate fine, il incarnait l'élégance discrète d'un intellectuel parisien, un professeur de littérature de 34 ans en apparence apolitique. Ses cheveux sombres, coiffés en arrière avec une raie stricte, encadraient un visage aux traits fins, souvent marqué par une légère expression de lassitude qui, paradoxalement, renforçait sa couverture. Personne ne l'aurait soupçonné d'être « the man », l'homme dont le calme extérieur masquait une vigilance constante, un radar humain enregistrant chaque anomalie. Ses yeux, d'un vert profond, balayaient la foule clairsemée. Il notait la fréquence des patrouilles allemandes sur le boulevard Saint-Michel, le nouvel officier de la commandanture qui semblait patrouiller à pied plus souvent que ses prédécesseurs, et l'arrogance grandissante des miliciens, ces jeunes hommes au regard dur, les mains trop souvent posées sur la crosse de leurs pistolets. Il voyait la résignation dans les yeux des passants, la façon dont les mères serraient à leurs enfants et la dignité silencieuse des vieux qui continuaient à lire leurs journaux tronqués aux terrasses désertées. Antoine ne lisait pas. Il observait, il écoutait, il sentait le pouls de la ville sous l'emprise. Chaque geste, chaque silence, chaque hésitation était une information potentielle. Sa routine quotidienne était une danse périlleuse, une chorégraphie mortelle entre sa façade d'intellectuel érudit et ses activités clandestines. Ses cours à de jeunes étudiants, souvent désireux d'apprendre plus que les classiques, étaient en réalité des couvertures pour des réunions de résistance ou la transmission de microfilms soigneusement dissimulés dans des reliures. Son petit appartement de 2 pièces, mansardé, encombré de livres du sol au plafond, sur les tables, les chaises et même parfois le lit, servait de boîte aux lettres mortes occasionnelles. Un exemplaire spécifique de Rimbaud, déplacé d'1 millimètre sur l'étagère du haut, signalait un message. Un volume de Proust, retourné face contre table, indiquait un rendez-vous urgent. La poésie, le verbe, les mots étaient devenus ses armes et ses boucliers. Antoine aimait cette ville, non pas pour ses beautés évidentes, mais pour sa capacité de résistance, sa mémoire intrinsèque de la liberté. Mais l'occupation avait laissé une cicatrice. Une cicatrice invisible pour le touriste, mais béante pour l'habitant. Le manque de nourriture, les couvre-feux, la peur omniprésente avaient creusé des ombres sous les yeux et des rides sur les visages. Et les enfants, il pensait souvent aux enfants, ceux dont les rires s'étaient éteints, ceux qui avaient perdu leurs parents, emportés dans le sillage des rafles. Un soupir imperceptible lui échappa, vite réprimé. L'émotion était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir en public. Dans une ruelle tortueuse du quartier latin, à quelques pas du Panthéon, se nichait la librairie, le Sphinx endormi. L'enseigne, jadis finement ouvragée, était à présent écaillée, et la vitre de la devanture, rarement nettoyée, laissait deviner des piles de livres poussiéreux, des cartes jaunies et des globes terrestres ternis par le temps. L'odeur à l'intérieur était celle du vieux papier, du cuir tanné, de la cire de bougie et d'une légère humidité tenace, un parfum réconfortant pour Antoine qui le connaissait bien. La librairie était tenue par Jean-Pierre, un ancien camarade d'université d'Antoine, un homme discret aux lunettes fines et au regard perçant, dont la véritable mission était d'être l'un des piliers d'un réseau de résistance locale. Antoine pénétra dans l'établissement, le grelot de la porte tintant faiblement. Jean-Pierre, penché sur un volume relié de façon médiévale, leva la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Antoine. Un hochement de tête mutuel presque imperceptible
remplaça les salutations. L'ambiance était tendue, bien que silencieuse. Seul le crépitement lointain d'un feu de cheminée et le froissement des pages sous les doigts de Jean-Pierre troublèrent la quiétude. « Bonjour Jean-Pierre », dit Antoine d'une voix neutre en laissant tomber une fine pluie de poussière de sa manche. « Je cherche toujours ce volume de Pline l'Ancien, Histoire naturelle, l'édition de 1789, vous vous souvenez ?» Jean-Pierre, sans un mot, se leva et se dirigea vers une étagère recouverte de tomes anciens. Il laissa glisser son doigt sur les dos des livres, une lenteur étudiée qui donnait l'impression qu'il cherchait réellement. Enfin, il retira un volume à la relure usée, l'épousseta négligemment et le tendit à Antoine. Celui-ci, j'ai bien peur que ce ne soit qu'une contrefaçon de l'édition originale, un peu altérée. Il insista subtilement sur le mot « altéré ». Antoine prit le livre, son poids familier dans sa main. « Peu importe », répondit-il en feuilletant les pages du bout des doigts, son regard parcourant rapidement le texte dense. Pour l'érudit, l'essence compte plus que l'authenticité de l'enveloppe. À l'intérieur de la page de garde, discrètement collée sous une gravure représentant une plante exotique, se trouvait un petit carré de papier. Antoine le détacha d'un mouvement habile que seule l'habitude pouvait rendre si fluide, son pouce glissant sur le bord rugueux du papier. Le message chiffré, dactylographié en minuscules caractères, était bref. Réunion d'urgence ce soir, 22h, sous les voûtes de Saint-Julien-le-Pauvre. Le Sphinx ronfle. Le Sphinx était le nom de code pour une menace accrue. « Combien je vous dois ?» demanda Antoine, sortant quelques billets de sa poche. « Pour les contrefaçons, l'échange est toujours en nature, mon ami. La valeur est dans l'information qu'elles contiennent, pas dans leur prix de marché, » répondit Jean-Pierre avec un sourire à peine esquissé, acceptant les billets pour la forme. Antoine acquiesça. Il posa les billets sur le comptoir, son regard parcourant à nouveau les étagères. « La situation est toujours aussi dense, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre haussa les épaules. « Le temps est aux orages, Antoine. Le vent tourne mal pour ceux qui osent regarder le ciel. Les arrestations augmentent, les délateurs pullulent comme des rats. Le moral des troupes est bas. Mais nous tenons. Nous devons. » Sa voix se fit plus grave, empreinte d'une gravité qui dépassait le simple échange. On dirait que la milice a une nouvelle lubie, une sorte de chasse aux sorcières ciblant les plus vulnérables. Il laissa la phrase en suspens, son regard se posant un instant sur une carte murale de la France, comme si les frontières invisibles de la détresse s'y dessinaient. Antoine comprit l'implicite, la mention du sphinx ronflant et le vague avertissement de Jean-Pierre. Quelque chose de plus grand, de plus pressant, se préparait et il sentait que cela le concernait directement. Il ressentait le poids de l'occupation, l'urgence d'agir. Il évoqua subtilement ce qui le tracassait depuis des jours. « J'ai entendu dire que la situation devenait critique pour certains enfants, ceux dont les parents ont disparu. Ont-ils un endroit où aller ?» Il ne put s'empêcher de penser à la fragilité de ces vies innocentes, perdues dans le chaos. Jean-Pierre lui rendit un regard lourd de sens. « C'est une question que le colonel se pose aussi, une question qui pèse sur toutes nos consciences. » Antoine quitta la librairie avec le volume de Pline glissé sous son bras, la sensation du papier dissimulé contre sa paume, la tension du secret vibrante dans ses veines. La nuit allait tomber sur Paris, et avec elle, la promesse d'une réunion clandestine où la véritable nature de la menace allait enfin se révéler. La ville, sous son voile d'or trompeur, se préparait à livrer de nouveaux secrets. La nuit avait drapé Paris d'un manteau de velours sombre, ne laissant filtrer que de rares éclats dorés des réverbères. Lointains échos d'un monde qui n'était plus tout à fait le sien. Antoine avait arpenté les ruelles labyrinthiques du quartier latin, chaque pas une note silencieuse dans la symphonie anxiogène de l'occupation. L'air était froid, mordant, portant le parfum entremêlé de l'humidité des pierres anciennes et de la menace invisible. Il s'engouffra dans une allée étroite, presque un boyau entre deux immeubles haussmanniens imposants, pour aboutir devant une porte banale à l'apparence innocente. Un tocsin de 3 coups brefs, une pause, puis 2 coups, et la porte s'entr'ouvrit sur les ténèbres. À l'intérieur, l'air était lourd, empli de l'odeur de poussière, d'humidité et de tabac froid. C'était une cave voûtée, aux murs de pierre suintants, éclairée par une unique lampe à pétrole qui projetait des ombres dansantes et inquiétantes. Une assemblée silencieuse attendait. Outre Simone, dont le visage anguleux semblait taillé dans la détermination, et Jean-Pierre, la silhouette massive et discrète, se tenaient quelques visages inconnus, des hommes et des femmes aux traits burinés par la prudence et la fatigue. Au centre, debout, le colonel scrutait chacun d'eux avec une intensité qui ne tolérait aucune défaillance.
Antoine, dit le colonel, sa voix rocailleuse emplie d'une autorité naturelle qui n'avait jamais eu besoin d'uniforme. Vous voilà. Le temps presse et les nouvelles sont mauvaises. Antoine prit place sur une caisse de bois retournée. Son regard traversa l'assemblée, s'arrêtant un instant sur Simone. Elle lui offrit un sourire fugace, à peine perceptible, une lueur d'encouragement dans l'obscurité ambiante. Le colonel ne perdit pas de temps. La milice a intensifié sa chasse, pas seulement nos réseaux, mais nos ombres, nos souvenirs. Le pasteur Dubois et sa femme, ils ont été pris la nuit dernière, à Lyon. Une dénonciation, comme d'habitude. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Antoine, le pasteur Dubois. C'était un homme de foi, mais aussi un homme de courage, un pivot discret mais essentiel dans le renseignement pour Londres. Antoine avait une dette envers lui, une gratitude discrète pour des informations vitales transmises des mois auparavant. « Les enfants ?» demanda Antoine, la question lui brûlant les lèvres avant qu'il n'ait pu la retenir. Il se souvenait de la graine qu'il avait plantée chez Jean-Pierre, cette inquiétude sourde pour les plus vulnérables. Le colonel hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur Antoine. Jules, 10 ans, Léa, 8 ans. Ils étaient cachés chez une voisine, une brave femme, mais la milice a des méthodes persuasives. Il y a une perquisition prévue pour l'aube, et ces enfants, Antoine, ne sont pas de simples orphelins. Ils ont vu des choses, entendu des noms, ils sont des témoins, des cibles. La gravité de la situation se matérialisait sous ses yeux, des enfants traqués. Ce n'était plus une question de microfilm ou de messages codés. C'était une mission humaine, d'une urgence brûlante. Notre contact à Lyon, qui devait les exfiltrer, est tombé. Le réseau est touché. Nous n'avons plus personne sur place qui puisse agir sans exposer tout le monde, poursuivit le colonel. Sauf vous. Antoine leva les yeux, la lampe à pétrole reflétant une lueur vacillante dans ses pupilles. Moi ? Je suis professeur, mon colonel. Un professeur discret, pas un pédagogue de l'évasion. Il laissa entendre une pointe d'ironie amère. Son rôle était d'observer, de rapporter, de manipuler des informations, pas de se lancer dans une course-poursuite avec des enfants à travers le pays. Le colonel esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Précisément, Antoine, votre couverture est impeccable, votre discrétion, votre intelligence et votre inclination. Il marqua une pause, son regard perçant Antoine. Le pasteur Dubois vous a toujours estimé. Il m'a confié qu'il savait que vous comprendriez l'importance de protéger l'innocence et de la préserver, même quand le monde autour d'elle s'effondre. Vous avez toujours eu cette capacité, n'est-ce pas ? De voir au-delà de la façade, de comprendre les enjeux humains. C'était une pique subtile, une référence à son passé, à des choix difficiles, à des pertes qu'Antoine avait longtemps enfouies. Le colonel savait toucher les cordes sensibles, les failles morales et les dettes invisibles. L'itinéraire ? Demanda Antoine, ignorant la provocation, la question d'ordre pratique servant de rempart à l'émotion naissante. Un chemin de traverse, répondit le colonel, déroulant une carte froissée sur la table, pointant du doigt une ligne sinueuse à travers le sud-est de la France. De Lyon, à travers les contreforts des Alpes, jusqu'à la frontière suisse, près de 200 kilomètres, à pied pour l'essentiel, avec des points de contact limités et encore moins fiables, vu la situation actuelle. Un périple que la milice ne s'attendrait jamais à voir entrepris par des enfants. Le défi était monumental. Des montagnes, des patrouilles, le froid, la faim, la peur, et 2 enfants, dont la résilience était encore inconnue. C'est une mission qui dépasse nos opérations habituelles, Antoine, ajouta le colonel, sa voix se faisant plus douce, presque paternelle. Ce n'est pas seulement de l'information que nous sauvons, c'est l'espoir. Un petit peu d'humanité dans ce chaos. C'est le genre de dilemme moral que vous, mon cher professeur, êtes le mieux placé pour résoudre. Simone s'avança. J'ai préparé les faux papiers et quelques rations. Le contact pour le train est pour demain matin. Il faudra être invisible, Antoine, plus que jamais. Antoine regarda la carte, la ligne sinueuse des montagnes s'étirant comme une cicatrice à travers la France. Il sentait le poids de cette responsabilité inattendue, le fardeau d'une mission qui mettait à l'épreuve non pas son intellect, mais son âme. C'était un saut dans l'inconnu, loin de la ruse élégante de l'espionnage parisien. C'était une mission qui exigeait de l'homme qu'il était, bien plus que du rôle qu'il jouait. Il inspira profondément, l'odeur de la poussière et du tabac piquant ses narines. « Très bien, mon colonel. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Le professeur se mura en chaperon improvisé. Son sourire, cette fois, était un masque, mais derrière, une détermination nouvelle et féroce commençait à prendre racine. «
La véritable nature de la menace s'était révélée, et avec elle, le défi le plus personnel qu'il ait jamais eu à relever. Antoine quitta la cave voûtée, le poids du secret plus dense que jamais sur ses épaules. L'air vif de Paris l'accueillit, porteur des effluves mêlés de châtaignes grillées et de l'humidité tenace de la Seine. La lune, pleine et indifférente, projetait des ombres longues et inquiétantes sur les pavés humides, transformant les monuments familiers en spectres silencieux. La beauté du soir semblait une provocation, un écrin de velours pour les angoisses tapies dans l'obscurité. Le professeur de littérature, maître dans l'art de dissimuler les microfilms entre deux pages de Balzac, se retrouvait soudain face à une équation plus complexe. Deux âmes vivantes, fragiles et tangibles, à faire disparaître de l'échiquier parisien. Il rencontra Simone dans une ruelle déserte près du Pont-Neuf, sous le regard impassible d'une statue recouverte d'un drap de bâche. Elle lui tendit une liasse de papier, son regard habituellement vif teinté d'une gravité nouvelle. Les faux papiers. Le train pour Lyon partira de la gare de Lyon à l'aube. Quai 7. Cherchez un homme au journal plié, son nom de code, le passeur. Elle marqua une pause, ses yeux s'attardant sur lui. Soyez vigilant, Antoine, la milice a doublé ses patrouilles, et prenez soin d'eux. L'injonction, presque un plaidoyer, résonna dans le silence. Antoine hocha la tête, la conscience soudainement alourdie par l'énormité de la tâche. La rencontre avec les enfants eut lieu peu après, dans l'arrière-salle d'une boulangerie dont le propriétaire, un homme au visage las, était un sympathisant du réseau. Léa, une fillette d'une douzaine d'années aux yeux d'une maturité alarmante, tenait fermement la main de son petit frère, Paul, un garçonnet de 6 ans, dont le visage était une toile de peur et d'épuisement. Ils étaient maigres, leurs vêtements trop grands, et leurs regards évitaient les siens, comme s'ils s'attendaient à n'importe quelle sentence. « Antoine Dubois », dit-il, sa voix feignant une douceur qu'il ne ressentait pas encore tout à fait. « Je suis un ami de vos parents, je vais vous emmener en voyage. » Léa leva les yeux vers lui, une étincelle de méfiance perçant sa façade muette. « Où allons-nous » Sa voix était rauque, à peine audible. « Loin d'ici », répondit Antoine, essayant de paraître rassurant, mais l'ambiguïté de ses paroles était palpable. « Vers la campagne, où vous serez en sécurité. » Paul, agrippé à la jupe de sa sœur, ne dit mot, ses grands yeux bleus fixés sur les chaussures d'Antoine. La seule certitude qu'il semblait posséder était la main de Léa. Le professeur, habitué aux abstractions littéraires, se sentait étrangement maladroit face à cette humanité brute et blessée. Il n'était pas un père, pas un protecteur. Il était un passeur, un acteur dans une pièce improvisée où les enjeux étaient effroyablement réels. Le trajet vers la gare de Lyon fut un ballet silencieux et anxiogène à travers les rues endormies. Chaque pas claquant sur le trottoir, chaque silhouette aperçue au coin d'une rue, transformait le cœur d'Antoine en une caisse de résonance pour ses propres craintes. Il observait les enfants, Léa constamment sur ses gardes, balayant les alentours de son regard d'oiseau effarouché, Paul qui trébuchait parfois de fatigue, mais dont la main ne lâchait jamais celle de sa sœur. Il se souvenait des paroles du colonel. C'est l'espoir. Un petit peu d'humanité dans ce chaos. L'humanité lui semblait un fardeau terriblement lourd à porter. À la gare, l'ambiance était un mélange discordant de départs ordinaires et de la tension sourde de l'occupation. Soldats allemands patrouillant, miliciens aux brassards arrogants, familles se séparant avec des adieux chargés de non-dits. Antoine repéra le passeur, un homme corpulent, le visage mangé par une moustache poivre et sel, le journal du jour ostensiblement plié sous le bras. L'échange fut bref, teinté d'un cynisme lourd. « Un voyage en famille, cher monsieur ?» murmura le passeur, ses yeux balayant Antoine et les enfants. « Des vacances bien méritées », répondit Antoine, tendant les papiers. Le passeur hocha la tête, un éclair d'intelligence passant dans ses yeux fatigués. « Le wagon de 3e classe, le 3e à partir de la tête. Discrétion, comme toujours. » Une fois à bord, Antoine installa les enfants près de la fenêtre, observant le quai s'animer. Le train démarra dans un sifflement rauque, laissant derrière eux les lumières crépusculaires de Paris. La promesse de l'aube dans la campagne semblait un remède lointain. À peine le train avait-il pris sa vitesse de croisière qu'un groupe de miliciens fit son apparition dans le couloir, vérifiant les papiers avec une brutalité zélée. Le cœur d'Antoine fit un bond. C'était trop tôt, trop évident. Léa sentit sa tension et se raidit. Paul, dont la tête commençait à dodeliner de fatigue, se réveilla en sursaut, ses yeux s'écarquillant à la vue des uniformes. « Vos papiers !» aboya l'un des miliciens, un jeune homme au visage acnéique et au regard trop ardent. Antoine présenta les siens, imperturbable.
Antoine Dubois, professeur. Et voici mes nièces et neveux. Nous nous rendons en province pour quelques jours. Les parents sont retenus par des obligations urgentes. Il fit un sourire léger, un brin condescendant. Le milicien examina les documents, puis son regard s'attarda sur les enfants. Léa, dans un réflexe instinctif, baissa la tête, dissimulant la moitié de son visage derrière ses cheveux. Paul, figé par la peur, tenait fermement la main de sa sœur, ses petits doigts crispés. « Des noms, les enfants !» lança le milicien, sa voix se faisant plus dure. Antoine posa une main sur l'épaule de Léa. « Allons, mes chéris, répondez à monsieur. » Il glissa un billet discrètement dans la main du milicien qui tenait les papiers. Le milicien sentit l'offrande et son regard s'adoucit d'un infime degré. Des enfants bien élevés, j'espère. Les parents de Paris ont tendance à négliger l'éducation de leur progéniture. Léa, sous le regard insistant d'Antoine, murmura son nom. Léa Dubois. Paul, encouragé par sa sœur, chuchota à son tour. Paul Dubois. Le milicien grogna, visiblement déçu de ne pas trouver de défaut flagrant, et reposa les papiers. Le billet avait fait son office. Très bien, mais ne traînez pas dans le couloir, et tenez ces enfants tranquilles. Il passa au compartiment suivant, son arrogance laissant une traînée de fumée âcre. Antoine sentit la sueur froide perler sur son front. Le souffle qu'il retint éclata enfin. C'était le premier test, et il l'avait là au passé, non sans anicroche. Les regards apeurés des enfants le ramenaient à l'urgence de leur situation. Il n'était plus seulement un espion, un intellectuel qui jouait avec les ombres. Il était le gardien de ces âmes innocentes, une responsabilité qui pesait plus lourd que toutes les informations qu'il avait jamais transmises. Le périple vers les Alpes, cette cicatrice sur la carte, venait de commencer, et il sentait déjà les aspérités de la route. Le milicien s'éloigna, laissant derrière lui une chape de silence pesant. Antoine ne relâcha sa garde qu'après avoir entendu le claquement sec de la porte du compartiment voisin. Il essuya discrètement la sueur froide qui perlait à son front, un geste imperceptible pour les enfants, mais qui trahissait l'ampleur de la tension. Léa et Paul, blottis contre la banquette, ne bougeaient plus, leurs yeux fixés sur l'horizon défilant, comme s'ils y cherchaient une échappatoire tangible. Le train reprenait sa complainte métallique, traversant des paysages d'un automne éclatant. Les forêts se paraient de roux et d'or, les champs moissonnés s'étiraient sous un ciel pâle, une beauté sereine que la guerre n'avait pu entacher. Pourtant, pour Antoine, chaque arbre, chaque lopin de terre semblait cacher une menace, chaque village traversé, un nid de miliciens zélés. Le danger ne résidait pas seulement dans les uniformes, mais dans l'air même, imprégné de peur et de suspicion. Il sortit de sa besace un petit paquet de biscuits et une gourde qu'il tendit aux enfants. Un peu de réconfort, mes petits. Nous avons encore un long chemin à faire. Il essayait de projeter une image de calme, mais les mains de Léa tremblaient légèrement en saisissant son biscuit. Paul, lui, observait Antoine avec une gravité désarmante. L'innocence de leur visage contrastait cruellement avec la complexité et la noirceur du monde dans lequel il les entraînait. Les heures s'étirèrent. Antoine passa le temps à raconter des histoires inventées, des aventures rocambolesques où des héros devaient ruser pour déjouer des géants ou traverser des forêts enchantées. C'était un voile léger posé sur la réalité brutale, une tentative désespérée de préserver un fragment de leur enfance. Léa, malgré elle, se laissait prendre au jeu, posant des questions naïves, tandis que Paul, blotti contre sa sœur, trouvait un répit dans l'écho des mots. Mais Antoine savait que cette trêve était fragile, et que la moindre secousse les ramènerait à la dure vérité. Le soleil déclinait lorsque le train ralentit enfin, non pas à Lyon, comme il l'avait espéré pour un changement discret, mais dans une petite gare oubliée, celle de Mont-sur-Saône, un village de Bourgogne dont le nom évoquait des vignobles et des pierres anciennes. Le plan avait été modifié à la dernière minute, un message chiffré reçu juste avant de monter dans le train. « Descendez à Mont, cherchez la chouette, demandez Pierre », des instructions vagues, dangereusement dépendantes de la bonne foi d'un contact inconnu. « Nous descendons ici, les enfants », annonça Antoine, sa voix empreinte d'une fermeté qu'il ne ressentait pas. La gare était presque déserte. Une poignée de voyageurs fatigués, un chef de gare à la moustache broussailleuse et au regard soupçonneux, et l'odeur du charbon et de l'humidité. Antoine ajusta son chapeau et sa posture, reprenant son rôle de professeur un peu distant, un peu excentrique. Il prit les maigres bagages et guida les enfants vers la sortie, les maintenant proches, veillant à ce qu'ils ne se dispersent pas. Le village de Mont-sur-Saône s'endormait sous un crépuscule mauve et or.
Les maisons aux toits d'ardoise se serraient autour d'une église romane massive, son clocher perçant le ciel comme un doigt accusateur. L'air était vif, chargé du parfum de la terre humide et des feux de cheminée. Une illusion de paix. « La chouette », murmura Antoine pour lui-même. C'était le mot de passe visuel. Il scruta les façades des commerces éteints, les enseignes rouillées. Pas de chouette. Il chercha des yeux un café, un hôtel, n'importe quel lieu qui pourrait servir de point de ralliement. Rien. Seulement le silence pesant d'une France rurale qui se cloîtrait à l'heure du couvre-feu officieux. Une vieille femme, vêtue d'un châle noir, passa devant eux, un panier au bras, son regard balayant Antoine et les enfants avec une curiosité insistante, mêlée d'une méfiance ancestrale. Elle ne dit rien, mais son silence parlait. Antoine pressa le pas, entraînant Léa et Paul dans les ruelles étroites, pavées de galets glissants. La fatigue pesait sur les petits corps, leurs pas se faisaient plus traînants. « Nous allons trouver une auberge », leur dit-il, mais sa voix manquait de conviction. La mission était d'un délicat équilibre, et chaque imprévu menaçait de tout faire basculer. Finalement, dans une ruelle déserte, il aperçut une petite auberge au nom sobre, le Vieux Chêne. Sur la porte en bois vermoulu, à côté d'une lanterne vacillante, était clouée une petite sculpture en bois. Une chouette, aux yeux ronds et perçants, taillée grossièrement mais reconnaissable. Un soupir de soulagement, aussi bref qu'intense, lui échappa. Il frappa à la porte, un instant, puis un bruit de verrou et une voix caverneuse répondit à travers le bois. « Qui va là ?»« Antoine Dubois, professeur. Je viens pour... Pierre. » Il ajouta, hésitant, le mot de code suivant qu'il avait mémorisé, la page 73 du Lamartine. La porte s'entrouvit. Une femme âgée, au visage buriné par le temps et la rudesse de la vie, les regarda d'un air circonspect. Ses yeux, d'un bleu délavé, passèrent d'Antoine aux enfants, puis revinrent à lui, chargés d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle tenait un fusil de chasse rouillé d'une main et un vieux béret de l'autre. « Pierre » répéta-t-elle, sa voix rauque. « Il n'y a pas de pierre ici, monsieur. Du moins, plus maintenant. » Antoine sentit le sang se glacer dans ses veines. Le sol se dérobait sous ses pieds. « Que voulez-vous dire, plus maintenant ?» La femme entr'ouvrit la porte un peu plus, révélant une salle commune, sombre et froide, l'odeur du tabac froid et de la cendre emplissant l'air. « Pierre, mon fils, il a été arrêté il y a 3 jours, la milice. » Son visage se tordit dans une expression de douleur contenue, de colère muette. Ils sont venus pour lui. Ils ont fouillé l'endroit. Un silence épais s'installa, lourd de toutes les implications. Léa, sensible à la tension, serra la main d'Antoine. Paul enfouit son visage contre la jupe de sa sœur. Le contact était rompu, le relais brisé. Leur mince filet de sécurité venait de se rompre, les laissant à la dérive dans un monde où chaque ombre pouvait dissimuler une trahison, chaque inconnu un danger. Antoine sentait le poids de sa responsabilité écraser ses épaules. Il n'y avait plus de plan B, plus de filet. Seulement l'obscurité grandissante et la nécessité d'improviser, de survivre, pour ces 2 âmes innocentes, dont il était désormais le seul rempart. Il observa le visage usé de la vieille femme, son regard voilé de larmes. Elle connaissait le risque qu'elle prenait en leur parlant, en ne les éconduisant pas sur le champ. C'était la solidarité silencieuse de ceux qui souffrent, mais aussi l'écho de sa propre douleur. Je suis désolé pour votre fils, murmura Antoine, sa voix n'étant guère plus qu'un filet d'air. Il sentait la défaite l'envahir. Nous ne voulons pas vous causer de tort. La vieille femme secoua la tête. Le mal est fait, monsieur. Et vous n'êtes pas des touristes, n'est-ce pas? Ces enfants, ses yeux s'emplirent d'une compassion amère. Vous devez être prudent. La milice est partout maintenant. Même ici, dans nos petits villages, ils ont des espions, des délateurs. Y a-t-il un autre moyen d'atteindre les Alpes ? Demanda Antoine, sachant que la question était presque absurde. Le réseau avait des itinéraires, des contacts précis. Sans Pierre, sans instruction, c'était une expédition dans le noir. La femme réfléchit un instant, ses yeux fuyant vers l'obscurité de la ruelle. Il y a un sentier, pas officiel, un vieux chemin de contrebandier à travers le Morvan. Mais c'est dangereux. Pour des enfants, elle laissa la phrase en suspens. Et il y a un homme, un passeur, il s'appelle Georges, il vit isolé près de l'Orme. Mais il est difficile à trouver, et il ne fait pas ça pour rien. Antoine hocha la tête, le cerveau en ébullition. Un passeur. Une nouvelle piste, fragile, risquée. C'était la seule.
Il devait abandonner l'idée d'un réseau organisé, se fier à l'instinct, à la chance. C'était le point de non-retour. Il ne pouvait pas faire demi-tour, pas avec Léa et Paul. Il se rappela les visages de ses propres enfants, perdus trop tôt, leur innocence brisée par une autre guerre, une autre tragédie. Cette cicatrice, jamais vraiment guérie, le poussait en avant. Il ne pouvait pas échouer cette fois. Ces deux-là étaient son rachat, sa pénitence. « Combien ?» demanda Antoine, son regard dur comme l'acier. La vieille femme le regarda, comprenant la résolution dans ses yeux. « Il faut le trouver d'abord. Et il est méfiant. Mais il y a une ferme abandonnée, juste en dehors du village, un peu à l'écart. Vous pourriez y passer la nuit avant que la patrouille ne revienne. Je vous donnerai du pain et du lait. » C'était une offre inespérée, un petit geste d'humanité dans un océan de danger. Antoine sentit un mince rayon d'espoir percer l'obscurité. Il accepta, reconnaissant. Alors qu'il s'éloignait de l'auberge, guidé par la vieille femme jusqu'aux abords du village, Antoine regarda Léa et Paul, leurs silhouettes frêles sous le ciel étoilé. Le plan, le réseau, tout s'était effondré. Il ne restait que lui, sa détermination et une promesse silencieuse. Les Alpes, cette ligne d'horizon mythique, leur semblait à la fois plus proche et infiniment plus lointaine. Le véritable voyage, celui de l'âme et du corps, à travers les désillusions et les épreuves, ne faisait que commencer. Et Antoine savait que chaque pas serait désormais une victoire arrachée aux griffes de l'oubli. Le drap sombre de la nuit s'était étiré sur le village, engloutissant les dernières lueurs avant qu'une lune écrasée ne s'élève indifférente. Antoine, Léa et Paul, figures ténues au bord du néant, suivaient la silhouette voûtée de la vieille aubergiste. Chaque pas résonnait dans le silence complice de la campagne, un pacte tacite avec le danger, une marche vers l'incertitude. Le morceau de pain sec et la gourde de lait, cadeaux précieux, pesaient dans la besace d'Antoine comme des talismans d'une humanité chancelante. La ferme abandonnée, à l'orée d'un taillis sombre, était une carcasse fantomatique sous le regard lunaire. Le toit éventré laissait poindre des entrailles de poutres moisies, les fenêtres vides fixaient le vide, lieu creux d'une âme partie depuis longtemps. À l'intérieur, l'air froid et poussiéreux sentait le déclin. Antoine trouva un coin relativement abrité du vent qui s'infiltrait par 1000 fissures. Il déposa son manteau pour improviser un abri. Les enfants se blottirent l'un contre l'autre, minuscule fragilité au cœur de l'immensité. Leur silence était plus éloquent que des cris, lourd de cette peur primordiale que seule l'innocence traquée peut concevoir. Léa serrait la main de Paul, son regard d'adulte prématuré rivé sur l'entrée, comme si un monstre allait se matérialiser du néant. Paul, enfoui dans le creux de l'épaule de sa sœur, cherchait la chaleur et l'oubli. Antoine les regarda, la gorge serrée par un nœud de culpabilité et de résolution. Les visages de 16 enfants, perdus il y a si longtemps, se superposaient à ceux-là, innocents et vulnérables. La cicatrice, jamais refermée, le brûlait d'une ardeur nouvelle. Il ne les laisserait pas tomber, pas cette fois. Ce serait sa rédemption, sa pénitence. « Nous sommes en sécurité ici pour la nuit », murmura-t-il, bien que les mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. Il distribua le pain, le partageant en parts inégales, s'assurant que Léa et Paul étaient les plus grandes. Le lait, passé de main en main, fut une brève communion, un éclat d'humanité dans l'obscurité brutale. Aux premières lueurs grises de l'aube, Antoine laissa les enfants cachés dans la ferme délabrée, Léa promettant d'une petite voix sérieuse de veiller sur son frère. Il s'aventura dans le froid mordant, les indications éparses de la vieille femme résonnant dans son esprit. Georges, isolé, méfiant. Une clairière, un vieux chêne. Il marcha des heures, suivant des pistes de gibier à peine visibles, contournant des halliers épineux, franchissant des ruisseaux engourdis par le chêle nocturne. Le Morvan, avec ses forêts ancestrales et ses vallées secrètes, était un dédale magnifique et impitoyable. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement dans les broussailles lui tordait les entrailles. Il était un intrus dans une terre qui gardait jalousement ses secrets, où la confiance était une monnaie plus rare que l'or. Après une longue ascension décourageante sur une pente rocailleuse, il le vit enfin, une clairière. Et en son centre, un chêne noueux, ancien et majestueux, ses branches tordues comme des doigts arthritiques vers le ciel pâle. En dessous, un abri rudimentaire en bois, à peine plus qu'une couverture. Aucune fumée n'en émanait, qu'un signe de vie, un piège peut-être, ou simplement désert. Il s'approcha avec prudence, sa main effleurant machinalement la crosse usée du pistolet dissimulé sous son manteau. « Georges »
lança-t-il, sa voix rauque avalée par l'immensité. Un froissement. Non pas de l'abri, mais des bois épais derrière lui. Antoine pivota, son cœur battant une chamade frénétique. Un homme émergea des arbres, silencieux comme un fantôme. Il était mince, nerveux, avec des yeux couleur ardoise et un visage buriné par le soleil et la suspicion. Un fusil de chasse était calé dans ses bras, pointé négligemment dans la direction d'Antoine. Ce n'était pas le forestier affable, quoique reclus, qu'Antoine avait imaginé. C'était un prédateur. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ?» La voix était un murmure graveleux, à peine audible, mais elle portait le poids d'années passées dans la solitude et le danger. « Antoine Dubois », répondit-il, gardant sa voix égale, ses mains visibles. « Je cherche Georges. On m'a dit que vous pouviez aider des passagers. » Il choisit le mot avec soin, mais les yeux de l'homme se plissèrent. « Des passagers ?» répéta Georges, son regard glissant du visage d'Antoine à son manteau, évaluant, disséquant. C'est un mot lourd en ces temps-ci, et dangereux. Il fit un pas de plus, ses yeux fixés sur ceux d'Antoine. « Vous avez l'air d'un homme qui a de l'argent, ou des problèmes. » Antoine soutint son regard, inébranlable. « J'ai les deux, et un besoin urgent, 2 enfants. Les parents ont été emmenés par la milice. » Il chercha la moindre trace d'émotion, de compassion, mais le visage de Georges restait impassible, un masque de pierre. « Les enfants, » musa Georges, une lueur cruelle dans les yeux. « C'est une marchandise délicate. Ça ne marche pas à pied aussi vite que les hommes. Ça pleure, ça a faim, ça tombe malade. » Il marqua une pause, laissant les implications planer dans l'air froid. Et la milice, il cherche de plus en plus loin. Il y a eu des rafles récentes dans le Morvan, près d'Avalon, il y a 2 jours. On dit qu'un curé trop bavard s'est retrouvé à Paray-le-Monial et que ses brebis égarées sont activement recherchées. Une boule de glace se forma dans l'estomac d'Antoine, le prêtre, les enfants. Il savait. L'information avait atteint ce coin reculé. Les enjeux venaient de s'intensifier de manière dramatique. « Combien ?» demanda Antoine, coupant court, sa voix tendue. Georges esquissa un sourire lent et prédateur. « Pour 2 enfants, et pour les tirer de ce guêpier. C'est cher, très cher, surtout avec les patrouilles qui ratissent maintenant jusqu'ici. Et je ne prends pas de risques inutiles. » Il fit un pas en arrière, désignant l'abri de son fusil. « Il faut discuter. Mais sachez que le prix a monté. Considérez-le comme une prime de risque pour vous et surtout pour moi. » L'implication était claire. Georges non seulement connaissait la situation spécifique des enfants, mais il exploitait également l'escalade du danger. Et la mention des patrouilles qui ratissent jusqu'ici signifiait que la ferme n'était plus sûre. Antoine était pris au piège entre un mercenaire impitoyable et un filet qui se resserrait inexorablement. Le véritable coup de semonce venait de frapper. Antoine soutint son regard, inébranlable. « J'ai les 2, et un besoin urgent, 2 enfants. Les parents ont été emmenés par la milice. » Il chercha la moindre trace d'émotion, de compassion, mais le visage de Georges restait impassible, un masque de pierre. « Les enfants, » musa Georges, une lueur cruelle dans les yeux. « C'est une marchandise délicate, ça ne marche pas à pied aussi vite que les hommes. Ça pleure, ça a faim, ça tombe malade. » Il marqua une pause, laissant les implications planer dans l'air froid. « Et la milice. Il cherche de plus en plus loin. Il y a eu des rafles récentes dans le Morvan, près d'Avalon, il y a 2 jours. On dit qu'un curé trop bavard s'est retrouvé à Paray-le-Monial et que ses brebis égarées sont activement recherchées. » Une boule de glace se forma dans l'estomac d'Antoine. Le prêtre, les enfants. Il savait. L'information avait atteint ce coin reculé. Les enjeux venaient de s'intensifier de manière dramatique. « Combien ?» demanda Antoine, coupant court, sa voix tendue. Georges esquissa un sourire lent et prédateur. « Pour 2 enfants. Et pour les tirer de ce guêpier, c'est cher, très cher, surtout avec les patrouilles qui ratissent maintenant jusqu'ici. Et je ne prends pas de risques inutiles. » Il fit un pas en arrière, désignant l'abri de son fusil. « Il faut discuter, mais sachez que le prix a monté. Considérez-le comme une prime de risque. Pour vous, et surtout, pour moi. » L'implication était claire. Georges non seulement connaissait la situation spécifique des enfants, mais il exploitait également l'escalade du danger. Et la mention des patrouilles qui ratissent jusqu'ici signifiait que la ferme n'était plus sûre. Antoine était pris au piège entre un mercenaire impitoyable et un filet qui se resserrait inexorablement. Le véritable coup de semonce venait de frapper. Antoine n'eut pas le luxe de la réflexion.
Le gel dans son ventre se répandait dans ses veines, figeant la peur juste assez pour qu'il puisse articuler sa réponse. « Le prix a monté, dites-vous, et la route est plus dangereuse. Pourriez-vous éclairer un profane sur la nature exacte de cette prime de risque ?» Il posa le sac de sport qu'il tenait, le laissa tomber au sol avec un son mat qui résonna dans le silence pesant. Georges sourit, un pli cruel au coin des lèvres. « Pour la prime, c'est simple. Le double. Pour le reste, c'est plus subtil. Vous et les enfants n'êtes pas des colis que l'on dépose à la gare. Nous allons bouger, tout de suite. La milice, elle a des oreilles partout, même là où la civilisation a oublié son nom. Si je suis au courant de vos brebis égarées, croyez-moi, ils le sont aussi. » Il pointa du menton le chemin sinueux qui s'enfonçait dans la forêt obscure. « Il y a un sentier, un ancien chemin de contrebandier à quelques kilomètres d'ici. Nous le prendrons à la lueur de la lune, mais il faudra être silencieux, invisible. Et vous ferez exactement ce que je vous dis. » Antoine mesura l'homme, sa carrure trapue, l'œil froid. Le double. C'était une somme astronomique, une ponction brutale dans les fonds déjà limités du réseau, mais le temps était sa monnaie la plus rare. Soit. Le double. Mais qu'en est-il de la destination? Et de la suite? Les Alpes, ce n'est pas la porte d'à côté. Georges haussa les épaules. Étape par étape. Ce soir, nous atteindrons un refuge de chasseurs à flanc de montagne. Un endroit discret. Pour la suite, on verra. Les chemins, ça se dessine sous les pieds. Le ton était sans appel. Le contrat, tacitement, était scellé. Antoine retourna à la ferme, le pas lourd, chaque foulée ravivant le froid qui s'était installé en lui. Il trouva les enfants endormis, blottis l'un contre l'autre sur une paillasse, les visages sereins dans la lumière vacillante d'une chandelle. Marie, la petite, tenait serré contre elle un ours en peluche élimé. Paul, plus grand, avait un livre ouvert sur la poitrine, une image d'explorateur marin pointant une carte au trésor. Des vies si petites, si fragiles, confiées à ses mains. Des haies brebis égarées, traquées non plus seulement par des loups, mais par des hommes en uniforme dont l'humanité s'était évaporée. Il s'accroupit près d'eux, le cœur serré. Comment leur expliquer l'urgence, le danger omniprésent, sans briser cette innocente bulle de sommeil? Il caressa doucement les cheveux de Marie, sentit la douceur de la peluche. « Marie, Paul, » murmura-t-il, les réveillant en douceur. « Il est temps de partir pour une grande aventure. » Il inventa une histoire de jeu de cache-cache géant, avec des amis imaginaires, une légende d'explorateur nocturne qui devait rejoindre un port secret avant l'aube. Paul, les yeux encore lourds, se frotta les paupières. « Une aventure, monsieur Antoine? Comme dans les livres ?» Antoine hocha la tête, un sourire forcé sur les lèvres. « Exactement, Paul, la plus grande. » Pendant qu'ils se préparaient maladroitement, enfilant leurs petits manteaux, Antoine s'éloigna un instant, cherchant un endroit discret pour tenter une dernière communication. Il tira de sa poche un petit carnet et un crayon, griffonnant un message en code, à l'attention de Simone. Il espérait pouvoir laisser le message caché dans la ferme, un signal pour d'éventuels renforts ou pour informer de son changement de plan. Mais alors qu'il s'apprêtait à dissimuler son message sous une tuile détachée, son regard tomba sur une petite marque gravée dans le bois de la porte arrière de la grange, presque invisible dans l'obscurité. Un petit cercle, avec une ligne oblique le traversant. Antoine sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une marque de fermier. C'était le signe discret, l'emblème quasi officiel de la milice, laissé par des éclaireurs ou des informateurs pour indiquer un lieu de passage ou une cible potentielle, une signature. Les paroles de Georges résonnèrent dans sa tête. Si je suis au courant, ils le sont aussi. Comment? L'information était censée être confinée au cercle restreint du colonel, de Simone et de quelques autres. Le pasteur Dubois, c'est vrai, était connu. Mais l'emplacement précis de la ferme, la mention des brebis égarées dans le Morvan, et ce signe, c'était une fuite. Quelqu'un avait parlé, quelque chose ou quelqu'un dans le réseau avait été compromis. Une angoisse froide, plus pernicieuse que la peur des patrouilles, s'insinua en lui. La trahison. La sève même de la résistance, la confiance, était empoisonnée. Il était seul, avec 2 enfants, et un passeur cupide. Le plan initial s'était effondré, non pas sous le poids de la milice, mais sous le poids de la méfiance. Il jeta un œil aux enfants qui attendaient patiemment, leurs visages curieux et confiants, dans la pénombre de la ferme. Il ne pouvait pas les abandonner. Il ne pouvait pas échouer à nouveau. Les ombres de ses échecs passés, d'autres visages perdus, remontèrent à la surface, lui mordant les entrailles. Non, pas cette fois.
Viens, monsieur Antoine, appela Paul à voix basse, son petit sac sur le dos. L'aventure nous attend. Antoine inspira profondément l'air froid de la nuit. L'aventure, oui. Mais il savait, avec une certitude implacable, que ce n'était que le début de leur longue course. Il prit la main de Marie, l'autre sur l'épaule de Paul. La route serait solitaire, incertaine, mais il devait la prendre. La vie des enfants dépendait de son silence et de sa détermination farouche. Au loin, le hurlement d'un chien déchira la nuit, un son qui résonna comme un avertissement. Le piège se refermait. Le vent sifflait une mélopée lointaine à travers les sapins, une musique âpre qui avait été leur compagne fidèle pendant des jours. Antoine ne sentait plus ses pieds, engourdis par le froid et la marche, mais le lourd sac de Paul qu'il portait désormais semblait curieusement plus léger. Ils avaient franchi la ligne. Pas de fanfare, pas de cortège, juste un simple poteau de bois à moitié pourri, perdu entre deux crêtes, et la promesse silencieuse d'un autre monde, un monde neutre, au-delà de cette ligne imaginaire. Marie s'était blottie contre lui, son petit corps tremblant de fatigue et de soulagement. Paul, malgré ses 12 ans et l'épuisement, affichait une fierté qui le faisait ressembler à un petit soldat victorieux. Ils étaient sales, affamés, leurs vêtements déchirés par les ronces et la roche, mais ils étaient libres. Quelques heures plus tard, dans une cabane de montagnard qui servait de premier relais côté suisse, après une soupe chaude et quelques mots prononcés d'une voix rauque, les enfants furent pris en charge. Antoine les regarda partir, guidé par un homme barbu aux yeux doux, vers une ferme plus accueillante où d'autres brebis égarées trouvaient refuge. Paul s'était retourné une dernière fois, un sourire teinté de gratitude et d'une nouvelle sagesse. Marie lui avait envoyé un baiser, un geste d'une simplicité désarmante qui perça l'armure d'Antoine. La chaleur du feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. Antoine était seul, ou presque. L'homme qui l'avait fait passer et le guide suisse échangèrent des chuchotements. Il écoutait à peine. Ses pensées, enfin libérées de la nécessité de la survie immédiate, s'échappaient, dérivant vers les visages perdus, vers les échecs anciens qui l'avaient rongé. Cette fois, il n'avait pas échoué. Un soulagement immense le submergeait, doux et amer à la fois, comme le goût d'un vin rare qu'on ne boit qu'après une longue privation. L'épuisement était total, un poids qui lui collait à l'âme. Pourtant, sous cette lassitude, une nouvelle résolution s'ancrait. La course avec les enfants à travers les montagnes n'avait pas été seulement une évasion physique, c'était aussi une fuite de lui-même, de la culpabilité muette qu'il traînait comme un suaire. Ces deux petits êtres, si vulnérables et pourtant si résilients, lui avaient de rappeler l'absolue nécessité de continuer. Le guide suisse, un homme massif aux mains calleuses, vint s'asseoir en face de lui offrant une tasse de tisane fumante. « Ils seront bien ici, monsieur », dit-il d'une voix gutturale, son accent alémanique frottant les mots. « Des enfants de France, ils apprendront la neige et le silence. » Antoine hocha la tête, sans parler. « Et vous » demanda le guide, ses yeux perçants sondant le visage d'Antoine. « La France vous attend » Antoine fixa les flammes. « La France m'appelle » répondit-il d'une voix à peine audible. « Il y a encore des choses à faire, des comptes à régler. » Le souvenir de la marque de la milice sur la grange de Georges, l'odeur rance de la trahison, refaisait la surface. Le sentiment glacial que quelqu'un, à Paris, avait vendu des informations était devenu une certitude implacable. Georges avait-il été torturé ? Avait-il parlé sous la contrainte ou bien la faiblesse d'un autre avait-elle mis le réseau en péril ? Le nom du pasteur Dubois avait été jeté en pâture, puis celui de Georges. Trop de coïncidences, trop de signes. Il se leva, ses muscles endoloris protestant à chaque mouvement. Le retour serait plus discret, plus solitaire encore que l'aller. Il avait prouvé qu'il pouvait se fier à son instinct, à la solitude de l'action. Mais il savait aussi que le prix de cette solitude était lourd. Quelques jours plus tard, de retour dans la clandestinité parisienne, la ville drapait toujours ses boulevards haussmanniens d'une beauté trompeuse. Le même vent sifflait entre les immeubles, mais ici, il charriait des rumeurs, des peurs et le souvenir implacable de la milice. Antoine se retrouva dans l'appartement encombré de livres, son sanctuaire de façade. Le silence n'était plus le même, il était lourd de la certitude que le réseau était corrompu. Lors d'une nouvelle rencontre clandestine, cette fois dans les catacombes, l'air était vicié, chargé de l'humidité et d'une tension palpable. Le colonel, le visage plus creusé que jamais, l'accueillit d'un regard sombre. Simone, assise à l'écart, semblait porter le poids du monde. « Georges a été retrouvé », commença le colonel, sa voix un murmure caverneux. « Il n'a pas survécu à l'interrogatoire. » Un frisson parcourut Antoine. «
Et les informations, ont-elles fui? Le colonel croisa son regard, une souffrance infinie dans ses yeux. Il semblerait, des noms, des lieux. Nous avons dû changer beaucoup de choses. Antoine n'eut pas besoin de demander davantage. La trahison était confirmée. Les enfants sont en sécurité, dit Antoine, changeant de sujet, une pointe de défi dans la voix. Le colonel acquiesça lentement. C'est l'essentiel, une lueur dans les ténèbres. Mais il y a un ver dans la pomme, Antoine. Nous devons le trouver. Antoine pensait à Paul et Marie, à leur visage confiant dans l'obscurité des montagnes. Le silence de la cabane suisse lui revint. Non, la France ne l'attendait pas seulement. Elle l'appelait pour une tâche nouvelle, plus sombre peut-être. La guerre n'était pas seulement une affaire de bombes et de frontières, mais aussi une guerre de l'ombre, une guerre intestine. La trahison était une blessure profonde, plus insidieuse que les balles allemandes. En regardant Simone, dont le regard fuyait le sien, Antoine sentit une froide détermination s'emparer de lui. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Le professeur de littérature allait ranger ses livres pour un temps. Le joueur d'échecs allait mettre en place sa prochaine partie. Les enfants étaient à l'abri. Il était temps de s'occuper du reste. Paris, sous son vernis trompeur, cachait un nid de vipères. Et il était résolu à le nettoyer, une âme à la fois, avec la même détermination farouche qui l'avait poussé à travers les Alpes. La traque ne faisait que commencer.